Le 26 février 1991, le désert irakien, près de la ligne de quadrillage, 73 Hastings. À exactement 16h18, un équipage irakien de T-72 de la division d'élite de la garde républicaine Tawakalna tira ce qu'il croyait être un tir mortel. L'obus perforant à ailettes stabilisées à sabots détachables, 3 BM-42 Mango, la réponse de l'ingénierie soviétique au blindage des chars occidentaux fila vers un Abrams M. Un Américain à plus de 1700 mètres par seconde. Le tireur irakien observait à travers sa lunette optique, confiant dans le pénétrateur à noyau d'uranium appauvri qui avait été conçu spécifiquement pour vaincre les plaques de blindage les plus épaisses connues du renseignement soviétique. Ce qui se passa dans les 90 secondes suivantes allait briser tout ce que les concepteurs de Moscou pensaient de savoir sur la guerre des chars. L'obus frappa la tourelle de l'Abrams avec une énergie cinétique équivalente à 3 tonnes de TNT. L'équipage irakien retint son souffle, attendant l'explosion catastrophique, le panache de fumée révélateur, la tourelle soufflée hors de la coque dans l'effet Jack in the Box, qu'ils avaient vu d'innombrables fois pendant la guerre Iran-Irak. Au lieu de cela, ils furent témoins de quelque chose qui contredisait tous les principes du combat blindé qu'on leur avait enseigné. Le char américain n'explosa pas, il ne fuma pas, il ne s'arrêta même pas de bouger. L'obus avait dévié du blindage de la tourelle comme une pierre ricochant sur l'eau. Avant de continuer avec ce que les analystes militaires soviétiques appelleraient plus tard la crise technologique du siècle, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inédites des rencontres militaires les plus cruciales du monde. L'histoire de la façon dont le blindage en uranium appauvri a transformé le champ de bataille ne commence pas dans les déserts d'Irak, mais dans les installations de recherche classifiées des États-Unis à la fin des années 1970. Les métallurgistes américains avaient à chercher un matériau capable d'arrêter la nouvelle génération de munitions perforantes soviétiques, des projectiles spécifiquement conçus pour vaincre l'acier conventionnel et les premiers blindages composites. L'uranium appauvri, un sous-produit du processus d'enrichissement nucléaire, possédait une densité 2,5 fois supérieure à celle de l'acier. Cette densité extraordinaire signifiait que lorsqu'il était incorporé dans des ensembles de blindage, il pouvait absorber et dissiper l'énergie cinétique de manière que les matériaux conventionnels ne pouvaient tout simplement pas égaler. La variante de blindage lourd M1A1, désignée M1A1HA, reçut la première génération de mailles de blindage en uranium appauvri à partir de 1988. L'intégration fut gardée hautement classifiée, les valeurs de protection spécifiques restant secrètes encore aujourd'hui. Ce que les documents militaires révéleraient plus tard, c'est que l'ensemble de blindage DU offrait une protection équivalente à 600 mm contre les munitions à énergie cinétique et un stupéfiant 1300 mm contre les ogives à énergie chimique comme les missiles guidés anti-chars et les obus anti-chars à haut explosif. Le blindage n'était pas distribué dans tout le char, il était stratégiquement placé dans l'arc frontal de la tourelle et approximativement le premier tiers du blindage latéral de la tourelle, protégeant le compartiment de l'équipage des vecteurs d'attaque les plus probables. Les propriétés physiques de l'uranium appauvri le rendaient intéressant particulièrement adapté aux applications de blindage au-delà de sa simple densité. Lorsqu'un pénétrateur à énergie cinétique frappe un blindage DU, la pression énorme provoque la liquéfaction partielle du projectile et du blindage au point d'impact. Mais contrairement à l'acier qui se déforme et permet la pénétration, la structure cristalline de l'uranium appauvri le fait se cisailler et se fracturer de manière qui dissipe rapidement l'énergie du pénétrateur. Le matériau riposte littéralement contre l'obus entrant, créant un mécanisme défensif que les métallurgistes soviétiques n'avaient pas anticipé lors de la conception de leurs munitions. Au moment où l'opération Tempête du désert commença en janvier 1991, environ 2000 chars M1A1 à blindage lourd avec ensemble d'uranium appauvri avaient été déployés sur le théâtre des opérations. La garde républicaine irakienne, équipée de chars T-72 de conception soviétique, n'avait aucun renseignement suggérant que le blindage américain avait été fondamentalement amélioré.
Leur plan de bataille reposait sur l'hypothèse que le canon à âme lisse de 125 mm du T-72, tirant des obus 3B M42 Mango avec pénétrateur en uranium appauvri, serait plus qu'adéquate pour engager et détruire les Abrams aux distances de combat. Le capitaine Mahmoud al-Hashimi, un personnage composite basé sur des témoignages documentés d'équipage de chars irakiens, commandait un char T-72M dans la 18e brigade mécanisée de la division Tawakalna. Il avait survécu à 8 ans de combat brutal pendant la guerre Iran-Irak, où son char avait détruit 3 Chieftains iraniens et 2 Patton M60. Son équipage était expérimenté, discipliné et confiant dans leurs machines de construction soviétiques. Le matin du 26 février, alors que sa brigade prenait des positions défensives dans un oued peu profond près de la ligne de coordonnées 73 Easting, Mahmoud croyait que ses plus grands défis seraient la supériorité aérienne américaine et le terrain désertique. Il n'avait aucune idée que les règles fondamentales du combat de chars étaient sur le point d'être réécrites. La bataille de 73 Easting commença à environ 16 heures, lorsque des éléments de la troupe Eagle du 2e régiment de cavalerie blindée américain, commandé par le capitaine H. R. McMaster, rencontrèrent des éléments avancés de la division Tawakalna lors d'une mission de reconnaissance. Les Américains avançaient à travers une tempête de sable qui réduisait la visibilité à moins de 1000 mètres pour l'optique conventionnelle. Pour les équipages irakiens s'appuyant sur des télémètres optiques et des viseurs en fer, le temps était un avantage. Il annulait la supériorité technologique rapportée des Américains et les forçait à combattre à courte portée où l'entraînement et l'expérience soviétique pourraient y prévaloir. Le char de Mahmoud était positionné en position coque, caché derrière une berme de sable avec seulement la tourelle exposée, une position défensive de manuel. Son tireur, Ali, avait déjà mesuré plusieurs routes d'approche probables, calculant des solutions de tir pour des cibles à 1200 à 1800 mètres, bien dans la portée d'engagement efficace du T-72. Le chargeur avait armé le canon principal avec un obus 3 BM42 et le moteur diesel du char tournait au ralenti tranquillement, produisant une signature thermique minimale. Tout était prêt. À 16h18, à travers des trouées dans le sable soufflant, Mahmoud repéra un mouvement à environ 2400 mètres. La signature thermique était indubitable, même à travers sa lunette infrarouge passive rudimentaire, un char de combat principal avançant à vitesse. Il ordonna à Ali de suivre la cible, attendant qu'elle se rapproche à la portée de tir optimale. Mais à 2200 mètres, avant que Mahmoud ne puisse donner l'ordre de tir, le désert éclata dans un éclair de lumière. Le M, un américain, utilisant son système d'imagerie thermique avancé, qui pouvait voir clairement à travers la tempête de sable, avait détecté le T-72 de Mahmoud depuis plus de 3000 mètres. Le tireur de l'Abrams avait calmement placé son réticule sur le char irakien, attendu que l'ordinateur balistique calcule la solution de tir exacte, tenant compte de la portée, du vent et du mouvement du char, et appuyé sur la gâchette, l'obus à sabot en uranium appauvri. Imam Sem 829. A1 quitta le canon à âme lisse de 120 mm à 1700 mètres par seconde, franchissant la distance en moins de 2 secondes. L'obus frappa le char de Mahmoud sur la plaque glacis supérieure juste en dessous de l'anneau de tourelle. Le pénétrateur en uranium appauvri, conçu avec le même avantage de densité que le blindage protégeant l'Abrams, perfora le blindage en acier du T-72 comme s'il s'agissait de tôle. À l'intérieur du compartiment de l'équipage, la pénétration créa une pluie de fragments de métal en fusion voyageant à des vitesses supersoniques. Le conducteur de Mahmoud mourut instantanément. Les munitions du char, stockées ouvertement dans le compartiment de l'équipage, selon la philosophie de conception soviétique qui privilégiait l'efficacité du chargeur automatique plutôt que la survie de l'équipage, détonèrent 3 secondes plus tard. L'explosion souffla la tourelle de 40 tonnes complètement hors de la coque, l'envoyant culbuter bout à bout sur 20 mètres avant qu'elle ne s'écrase dans le sable. Mahmoud ne sut jamais ce qui tua son équipage. Il ne vit jamais l'éclair du canon, n'entendit jamais le tir, n'eut jamais la chance de riposter.
Dans l'environnement de signature thermique du champ de bataille, son char n'avait été qu'une source de chaleur parmi tant d'autres. Pour le tireur américain, cela avait été un engagement propre, un seul obus, une destruction confirmée. L'équipage de l'Abrams pivotait déjà pour acquérir sa prochaine cible, avant que la tourelle de Mahmoud ne touche le sol. 300 mètres à gauche de Mahmoud, le lieutenant Rachid fut témoin de la destruction du char de son commandant de compagnie. Comme Mahmoud, Rachid était un vétéran de la guerre Iran-Irak. Mais contrairement à son commandant, il comprit immédiatement que les tactiques conventionnelles ne fonctionneraient pas contre cet ennemi. Les Américains engageaient depuis des distances qui n'auraient pas dû être possibles, surtout dans la tempête de sable. Leurs tirs étaient impossiblement précis et leur temps de réponse suggérait une automatisation ou des systèmes de ciblage bien au-delà de tout ce que les conseillers soviétiques avaient décrit. Rachid ordonna à son conducteur de reculer le T-72 plus profondément dans l'Oued, utilisant le terrain pour rompre la ligne de vue. Son tireur Karim avait déjà identifié un char américain à environ 1800 mètres, assez proche pour un coup à haute probabilité. Rachid prit la décision d'engager. Il tirerait, se déplacerait en tête immédiatement et utiliserait la tempête de sable pour rompre le contact. C'était une tactique solide, la même manœuvre qu'il avait gardée en vie à travers des dizaines d'engagements avec le blindage iranien. Karim tira. L'Obus 3 BM-42, avec son pénétrateur en uranium appauvri, capable de vaincre 500 mm de blindage en acier conventionnel, vola droit. À travers sa lunette, Karim regarda le traceur se rapprocher de la tourelle du char américain, suivant parfaitement vers le centre de masse. L'obus frappa l'Abrams à un léger angle, impactant l'ensemble de blindage composite au quart frontal de la tourelle. Ce qui se passa ensuite serait rapporté dans cette déclaration après action distincte d'équipage de M1A1 pendant tempête du désert. L'obus irakien, malgré un impact avec plus de 10 mégajoules d'énergie cinétique, ne pénétra pas. La maille de blindage en uranium appauvri, fonctionnant de concert avec les couches de blindage composite Shobham, absorba l'impact et dévia le pénétrateur. À l'intérieur du char américain, l'équipage ressentit un choc lourd, comme quelqu'un frappant la tourelle avec une masse. L'ordinateur balistique enregistra automatiquement l'impact. Le commandant du char scanna les indicateurs de dommages sur son panneau. Il n'y en avait aucun. Le tireur de l'Abrams, qui avait suivi le T-72 de Rachid depuis avant que le char irakien ne tire, ajusta son point de visée de 3 millièmes pour tenir compte du mouvement du T-72 pendant la récupération du recul. Il tira 6 secondes après avoir été touché. L'Obus M-829 a franchi 1800 mètres en 1,4 secondes et frappa le char de Rachid sur la face de la tourelle. Le pénétrateur en uranium appauvri tailla à travers le blindage du T-72, à travers le compartiment de l'équipage, à travers le carrousel de munitions et dans le bloc moteur. Le char explosa si violemment que des morceaux de la coque furent retrouvés à 60 mètres du site d'impact. Karim mourut, ne comprenant pas comment son tir parfait avait échoué. Il avait visé correctement, tiré à portée optimale et frappé le centre de masse sur le char ennemi. Selon chaque manuel d'entraînement, chaque leçon de combat d'Afghanistan et de la guerre Iran-Irak, le char américain aurait dû être détruit ou au minimum désactivé. Au lieu de cela, son obus avait rebondi sur un blindage qui n'était pas censé exister. À 17h30, la troupe Eagle et les éléments de soutien avaient avancé à travers les positions défensives irakiennes, détruisant 28 chars T-72, 16 chars T-55. 16 véhicules de transport de troupes blindées et 39 camions. Les pertes américaines étaient de 5 blessés, aucun tué dans l'engagement immédiat. Pas un seul Abrams M1A1 n'avait été pénétré par le feu ennemi. Plusieurs chars avaient été frappés plusieurs fois. Un Abrams aurait pris 7 coups directs d'obus de canon principal de T-72 et de missiles anti-chars sans subir aucune pénétration de blindage. La nature déséquilibrée de la bataille créa ce que les psychologues militaires appelleraient non plus tard une dissonance cognitive de combat parmi les équipages irakiens qui survécurent. Ils avaient suivi leur entraînement, exécuté des tactiques appropriées, et tiré des armes qui s'étaient révélées létales contre des chars occidentaux, similaires dans des conflits précédents. Pourtant, leurs obus rebondissaient sur le blindage américain,
tandis que le tir de riposte détruisait les chars irakiens avec des tirs uniques depuis des portées qui dépassaient la capacité d'engagement efficace du T-72. Un incident particulièrement révélateur impliqua un M, un A, un immobilisé qui avait perdu une chenille en manœuvrant. 3 T-72 irakiens, reconnaissant le char américain désactivé comme une cible vulnérable, manœuvraient Dir pour engager depuis moins de 1000 mètres. L'équipage de l'Abrams, incapable de bouger, mais avec des armes et des systèmes pleinement fonctionnels, engagea calmement chaque char irakien en succession. Le premier T-72 fut détruit à 940 mètres, le deuxième à 1200 mètres. Le troisième, tentant de battre en retraite, fut touché en marche arrière à 1800 mètres. Lorsque les véhicules de récupération américains arrivèrent, ils trouvèrent l'Abrams immobilisé avec des dommages minimes et son équipage indemne. Les 3 T-72 attaquants avaient été réduits à des coques en flammes. L'efficacité de l'uranium appauvri n'était pas limitée aux applications défensives. Plusieurs équipages américains rapportèrent avoir tiré à travers des bermes de terre, leur pénétrateur DU passant complètement à travers la berme, à travers un char T-72 abrité derrière et s'enfonçant dans la berme du côté opposé. Les pénétrateurs conservaient une énergie cinétique suffisante après avoir vaincu le blindage d'un char de combat principal pour s'enfouir à des mètres de profondeur dans le sable et le sol compacté. Cette caractéristique de performance était théoriquement possible, mais n'avait jamais été démontrée de manière concluante au combat avant Tempête du désert. Les observateurs militaires soviétiques, surveillant le conflit à travers les canaux de renseignement et plus tard à travers des entretiens avec des survivants irakiens, refusèrent initialement de croire les ratios de destruction rapportés. Les chiffres finaux, environ 150 chars irakiens détruits pour chaque char américain perdu, avec 0 pénétration de blindage de M1A1 par le feu ennemi, semblaient statistiquement impossibles. La doctrine soviétique avait toujours reconnu les avantages technologiques américains en électronique et en aviation. Mais la parité fondamentale du combat blindé avait été un article de foi. Le T-72, bien que moins sophistiqué que le T-80 ou le programme de pointe T-90, était censé être adéquat pour vaincre le blindage occidental lorsqu'il était correctement employé. Le colonel général Yuri Kershin, concepteur en chef à Ural Vagonzavod, l'installation qui produisait le T-72, reçut les briefings classifiés sur la performance de Tempête du désert en mars 1991. Les données étaient dévastatrices. Les équipages irakiens avaient à se rapporter avoir tiré sur des chars américains depuis des positions avantageuses, marquant des coups directs et regardant avec incrédulité alors que leurs obus ne parvenaient pas à pénétrer. Les quelques tireurs irakiens qui survécurent à plusieurs engagements décrivirent un schéma: frapper le char américain, voir l'impact, ne voir aucun dommage, mourir quelques secondes plus tard lorsque le tir de riposte détruisait leur position. Ce qui terrifia les analystes soviétiques, plus que la performance du blindage, fut la nature intégrée des systèmes de chars américains. Le blindage en uranium appauvri ne fonctionnait pas de manière isolée. Il faisait partie d'un ensemble technologique complet qui incluait l'imagerie thermique, capable de voir à travers la fumée et les tempêtes de sable, des ordinateurs balistiques qui calculaient parfois les solutions de tir plus rapidement que les tireurs humains ne pouvaient estimer la portée, des télémètres laser précis à 5 mètres près à 4000 mètres et des systèmes de stabilisation qui permettaient un tir précis en se déplaçant à vitesse sur un terrain accidenté. Les chars soviétiques avaient certaines de ces capacités individuellement, mais l'intégration et la fiabilité des systèmes américains créaient un avantage multiplicatif qui submergeait la doctrine tactique soviétique traditionnelle. L'impact psychologique sur les équipages irakiens pendant la campagne terrestre de 4 jours fut documenté dans des entretiens de prisonniers après-guerre. Les commandants de chars décrivirent nettement l'impuissance d'engager des cibles qu'ils pouvaient à peine voir à des portées au-delà de leur capacité de tir efficace, sachant que chaque tir qu'ils prenaient révélerait leur position et inviterait des représailles létales immédiates. De nombreux équipages abandonnèrent leurs chars sans combattre, non par lâcheté, mais par le calcul rationnel que rester dans un T-72 pendant un contact avec le blindage américain était effectivement un suicide.
La division Tawakalna, la formation blindée la plus élite de la garde républicaine irakienne, cessa d'exister en tant que force combattante cohérente le matin du 27 février. Sur les 220 chars de la division, environ 160 furent détruits, 40 furent capturés intacts après avoir été abandonnés, et peut-être 20 échappèrent à l'encerclement. Les divisions Medina et Hammurabi subirent des sorts similaires. La vantée garde républicaine, qui avait tenu les Iraniens à distance pendant 8 ans, fut brisée en moins de 100 heures de combat avec les forces blindées américaines. De retour à Moscou, les implications étaient analysées frénétiquement. Si le blindage en uranium appauvri américain pouvait vaincre les meilleures munitions d'exportation de l'Union soviétique, et le 3 BM-42 Mango n'était que marginalement inférieur aux obus en service soviétiques. Qu'est-ce que cela signifiait pour la capacité de l'armée rouge à combattre l'OTAN en Europe centrale ? Toute la doctrine opérationnelle soviétique pour la guerre blindée reposait sur l'obtention d'une supériorité numérique locale pour submerger les forces occidentales technologiquement supérieures. Mais si les chars soviétiques ne pouvaient pas pénétrer le blindage américain, même en obtenant la première frappe depuis des positions avantageuses, la supériorité numérique devenait sans signification. Les évaluations techniques étaient également sombres. Les métallurgistes soviétiques déterminèrent que dupliquer le blindage en uranium appauvri américain nécessiterait un réoutillage extensif des installations de production, le développement de nouvelles techniques de fabrication et l'accès à des stocks d'uranium appauvri que l'industrie nucléaire soviétique n'avait pas priorisés, même en supposant un financement illimité et un soutien politique. Un programme de blindage DU soviétique ne pourrait pas déployer de chars opérationnels avant au moins 5 ans. D'ici là, les Américains seraient passés aux ensembles de 2e et 3e génération. Plus fondamentalement, la philosophie de conception de chars soviétiques avait toujours privilégié certains compromis qui apparaissaient maintenant catastrophiques à la lumière de tempêtes du désert. Les chars soviétiques étaient plus petits, plus légers et moins chers que les conceptions occidentales, permettant une production de masse et une logistique plus facile. Mais cela se faisait au prix du volume interne, ce qui signifiait que les munitions devaient être stockées dans le compartiment de l'équipage plutôt que dans des panneaux d'éjection séparés comme l'Abrams. Lorsque le blindage d'un char soviétique était pénétré et tempête du désert prouva qu'il serait pénétré, l'équipage mourait. L'effet Jack in the Box, qui envoyait les tourelles voler dans les airs, n'était pas une occurrence rare. C'était le résultat attendu de toute pénétration réussie. La doctrine américaine, en revanche, avait privilégié la survie de l'équipage, même au prix d'un poids de véhicule plus élevé et d'un prix unitaire. Les munitions de l'Abrams étaient stockées dans un compartiment séparé à l'arrière de la tourelle, isolé de l'équipage par des portes blindées. Si les munitions étaient touchées, des panneaux d'éjection dirigeraient l'explosion vers le haut et loin de l'équipage. Cette philosophie de conception combinée à l'ensemble de blindage en uranium appauvri signifiait que même des dommages catastrophiques à un Abrams laissaient fréquemment l'équipage vivant et capable d'évacuer. Les implications économiques s'étaient également sobres pour les planificateurs soviétiques. Chaque M, un Abrams coûtait environ 4 300 000 $ en 1991. Chaque T-72 coûtait environ 1 200 000 $. La doctrine soviétique avait supposé que déployer 3 ou 4 T-72 pour chaque char américain fournirait une masse suffisante pour atteindre les objectifs du champ de bataille, malgré l'infériorité individuelle des chars. Mais Tempête du désert démontra des ratios de destruction dépassant 150 contre 1. Même si les soviétiques pouvaient déployer 10 chars pour chaque char américain, économiquement impossible, ils perdraient quand même l'engagement blindé. Vers la fin de 1991, alors que l'Union soviétique entrait dans ses derniers mois d'existence, les évaluations classifiées de tempête du désert avaient fondamentalement altéré la planification militaire russe. La nouvelle fédération de Russie ne tenterait pas d'égaler les capacités blindées américaines, char pour char. Au lieu de cela, la doctrine future mettrait l'accent sur les réponses asymétriques, les missiles anti-chars améliorés, les hélicoptères d'attaque et éventuellement l'artillerie de précision.
l'ère de la suprématie des chars soviétiques, qui avait commencé avec la performance du T-34 contre le blindage allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, s'était effectivement terminée dans le désert irakien, lorsque le blindage en uranium appauvri vainquit les meilleurs pénétrateurs que la science soviétique pouvait produire. Pour les équipages américains qui ont combattu lors de la tempête du désert, la performance de leur blindage à l'uranium appauvri était simultanément rassurante et surréaliste. Le sergent-chef David Bolavia, un personnage composite basé sur des témoignages d'équipages documentés, a décrit l'expérience d'être touché par un obus de T-72 lors de la bataille de Norfolk, un autre engagement majeur pendant la campagne terrestre. Son Abrams avançait à grande vitesse lorsque l'impact a frappé la tourelle, avec un son semblable à un coup de marteau massif. Le char a tremblé mais a continué à avancer. Les indicateurs de dommages affichaient du vert sur toute la ligne. L'équipage a mis moins de 10 secondes à identifier la position de tir et à riposter, détruisant le char irakien. Ce n'est que plus tard, en examinant la tourelle après la bataille, que Bolavia a vu la cicatrice d'impact, une profonde entaille dans le blindage composite qui avait absorbé et dévié un obus transportant suffisamment d'énergie pour percer un demi-mètre de plaque d'acier. Ces cicatrices d'impact sont devenues une source de fierté sinistre parmi les équipages d'Abrams. Les chars portant plusieurs marques de frappe étaient surnommés « vétérans » et leurs équipages gagnaient un statut informel. Certains équipages peignaient de petits symboles à côté des cicatrices, marquant chaque fois que leur blindage leur avait sauvé la vie. La confiance psychologique générée par cette capacité de survie était elle-même un multiplicateur de combat. Les équipages pouvaient manœuvrer de manière agressive, sachant que même les coups directs ne pénétreraient probablement pas. L'évaluation classifiée d'après-guerre, intitulée « Évaluation précoce de la performance de Desert Storm » pour Bradley et Abrams, a documenté que 7 équipages distincts de M1A1 ont signalé des impacts frontaux par des obus de char T, 72 sans subir aucun dommage. Les ensembles de blindage à l'uranium appauvri, classifiés à l'époque et restant classifiés dans leurs détails spécifiques aujourd'hui, n'avaient mat été pénétrés 0 fois par le feu ennemi pendant toute la campagne. Les 4 chars M1A1 qui ont été désactivés pendant la tempête du désert ont été touchés par des tirs amis dans 3 cas et par une frappe de mine catastrophique dans un cas. Aucun n'a été engagé avec succès par les forces irakiennes. Cette performance défensive quasi parfaite n'avait pas été anticipée même par les planificateurs américains. Les évaluations d'avant-guerre avaient estimé les pertes de M1A1 à 15 à 20% lors d'une campagne blindée soutenue contre la garde républicaine. Le taux de perte réel de zéro effectif a forcé un recalcul complet de la modélisation de la guerre blindée, si le blindage à l'uranium appauvri pouvait fournir ce niveau de protection contre les munitions de conception soviétique, les hypothèses fondamentales sur les ratios de force, les taux de perte acceptables et la planification opérationnelle nécessitaient toutes une révision. Les implications stratégiques à long terme s'étendaient au-delà de la performance immédiate sur le champ de bataille. La planification de l'OTAN pour défendre l'Europe occidentale contre une invasion du pacte de Varsovie avait toujours supposé que la supériorité numérique soviétique finirait par submerger les positions défensives, nécessitant soit des armes nucléaires tactiques, soit un retrait progressif vers des positions secondaires préparées. Mais si les chars américains et britanniques équipés de blindages à l'uranium appauvri et de technologies comparables pouvaient atteindre des ratios de destruction dépassant 100 pour 1, la défense conventionnelle de la frontière intérieure devenait théoriquement faisable. Cette prise de conscience, combinée à l'effondrement politique de l'Union soviétique, a fondamentalement modifié les calculs de sécurité européens pour les 3 décennies suivantes. Pour les survivants irakiens, l'expérience d'affronter des chars Abrams équipés de blindages à l'uranium appauvri a créé un traumatisme qui a persisté longtemps après la fin de la guerre. Le capitaine Oued Altay, qui commandait une compagnie de chars de la garde républicaine et a survécu à la destruction de son unité, a décrit dans une interview de 2003 l'impact psychologique de combattre un ennemi qui semblait invulnérable. Sa compagnie avait tendu une embuscade à une colonne américaine, depuis des positions préparées à l'aube du 27 février. Ils ont obtenu une surprise complète, ont tiré en premier, ont marqué plusieurs coups,
et on regardait avec horreur les chars américains ralentir à peine avant d'anéantir toute sa compagnie en moins de 4 minutes. Le char de Weed était l'un des 2 seuls qui se sont échappés, et seulement parce qu'ils ont immédiatement battu en retraite à vitesse maximale dès qu'ils ont réalisé que leurs obus étaient inefficaces. Cette dimension psychologique du blindage à l'uranium appauvri, le choc moral de tirer votre meilleure arme et de la voir échouer, est devenu un sujet d'étude dans les programmes de psychologie militaire. Des parallèles historiques ont été établis avec l'introduction des chars lors de la Première Guerre mondiale, lorsque l'infanterie armée de fusils affrontait des véhicules blindés immunisés contre leur feu. La différence était qu'en 1991, les équipages irakiens étaient eux-mêmes dans des véhicules blindés, opérant des armes théoriquement capables de vaincre les chars ennemis. L'échec de cette parité de combat de base a créé un sentiment d'impuissance technologique qu'aucune quantité de courage ou de compétences tactiques ne pouvait surmonter. Les responsables soviétiques qui ont examiné les données de performance irakiennes ont noté cette composante psychologique dans leurs évaluations. Même si les équipages soviétiques étaient mieux formés que les équipages irakiens et que les normes soviétiques étaient généralement plus élevées, l'écart technologique fondamental restait insurmontable. Un équipage mieux formé dans un T-72 pouvait peut-être engager les chars américains plus efficacement, atteindre de meilleurs ratios de coups, employer des tactiques supérieures. Mais si les coups ne pénétraient pas, toute cette formation ne faisait que retarder l'inévitable. Cette prise de conscience que la qualité individuelle du soldat ne pouvait pas compenser l'infériorité technologique catégorique représentait une crise philosophique pour la culture militaire soviétique, qui mettait traditionnellement l'accent sur l'esprit moral et combatif supérieur du soldat socialiste. Le développement américain du blindage à l'uranium appauvri avait été motivé par des renseignements spécifiques sur les capacités blindées soviétiques pendant la fin de la guerre froide. Au milieu des années 80, les services de renseignement américains avaient confirmé que les nouveaux chars soviétiques, comme le T-80 et le T-72B, étaient équipés d'ensembles de blindage composite et de tuiles de blindage réactif qui réduisaient considérablement l'efficacité des armes anti-chars de l'OTAN. Le canon de 105 mm sur les premières variantes de M, un Abrams, était évalué comme marginalement efficace contre ces nouveaux ensembles de blindage soviétiques. Cela a incité la mise à niveau vers le canon de 120 mm et le développement parallèle d'une protection blindée améliorée. L'ironie était qu'au moment où les chars M1 AA1 avec blindage à l'uranium appauvri ont atteint le déploiement opérationnel, la menace soviétique qu'ils étaient conçus pour contrer entrait déjà dans un déclin terminal. Le mur de Berlin est tombé en novembre 1989. L'Allemagne s'est réunifiée en octobre 1990. Le pacte de Varsovie s'est dissous en juillet 1991. L'Union soviétique elle-même cesserait d'exister en décembre 1991. La variante de blindage lourd M, un A conçu pour combattre les chars soviétiques à travers les plaines d'Europe centrale, a plutôt prouvé sa supériorité contre des chars soviétiques, modèles d'exportation dans le désert irakien. Cette contingence historique selon laquelle le test ultime de la technologie blindée américaine de la guerre froide est venu non pas contre l'armée soviétique, mais contre l'équipement soviétique, entre les mains d'équipages irakiens, a conduit à des débats continus sur la véritable signification de la tempête du désert. Les victoires américaines écrasantes étaient-elles une démonstration de supériorité technologique catégorique ? Ou ont-elles été amplifiées par les échecs tactiques irakiens, la mauvaise formation et le moral bas après des semaines de bombardements aériens ? Les équipages soviétiques, avec une meilleure formation et doctrine, auraient-ils obtenu des résultats significativement meilleurs contre les chars Abrams ? Les preuves disponibles suggèrent que bien que la formation et la doctrine aient compté, l'écart technologique fondamental était décisif. L'analyse d'après-guerre des positions de chars irakiens a révélé que de nombreux équipages avaient exécuté des arrangements défensifs tactiquement solides, des positions à couvert, des champs de tir entrecroisés, une utilisation appropriée du terrain. Le problème n'était pas que les équipages irakiens ne savaient pas comment combattre, c'était qu'il manquait de capteurs pour voir les chars américains avant d'être engagés.
manquaient de systèmes de contrôle de tir pour toucher des cibles à portée étendue, manquaient de blindage pour survivre au feu américain et manquaient de munitions pour pénétrer le blindage américain lorsqu'ils obtenaient des coups. Les équipages soviétiques auraient eu un équipement marginalement meilleur et possiblement une meilleure formation, mais les écarts technologiques fondamentaux seraient restés. Le blindage à l'uranium appauvri sur le M1A1 ne représentait qu'un composant de cet écart technologique, mais c'était peut-être le plus psychologiquement significatif. Un soldat peut accepter d'être surpassé en portée, en manœuvre ou en intelligence par un adversaire supérieur. Ce sont des défis que les tactiques, la formation et le courage pourraient surmonter. Mais un blindage qui ne peut tout simplement pas être pénétré par votre arme principale représente une impossibilité catégorique, un mur qu'aucune quantité de vertu militaire conventionnelle ne peut franchir. C'était la prise de conscience à laquelle les analystes soviétiques ont été confrontés dans les briefings classifiés de 1991. Leurs chars ne pouvaient pas vaincre le blindage américain en combat direct, et aucune amélioration réaliste de la conception des chars soviétiques ne pouvait combler cet écart dans le délai qui comptait. Le développement ultérieur du blindage russe a reflété cette évaluation sinistre. Le T-90, qui est entré en service en 1993, incorporait un blindage composite amélioré et un blindage réactif explosif, mais n'a pas tenté d'égaler les ensembles d'uranium appauvris sur les chars américains. La doctrine russe s'est orientée vers des opérations défensives, des systèmes de missiles anti-chars et une guerre asymétrique plutôt que de rechercher la parité dans la performance des chars de combat principaux. Les programmes BTR-90 BMP-3 et de véhicules blindés ultérieurs ont donné la priorité à la mobilité, au soutien de l'infanterie et aux plateformes de missiles plutôt qu'au type de duel blindé lourd qui caractérisait la planification de la guerre froide. Ce changement doctrinal a eu des implications profondes pour la guerre blindée mondiale. Pendant des décennies, l'Union soviétique avait été le principal exportateur mondial de technologie et de doctrines de chars. Les armées de l'Égypte à l'Inde, en passant par la Corée du Nord, basaient leurs forces blindées sur des conceptions soviétiques et des principes tactiques soviétiques. La tempête du désert a démontré que tout cet écosystème de technologie et de doctrine militaire était potentiellement obsolète face au blindage occidental moderne. Le résultat a été une réévaluation mondiale du combat blindé, de nombreuses nations cherchant soit à acquérir des chars occidentaux, soit à développer des conceptions indigènes qui incorporaient les leçons de la guerre du Golfe. Le coût humain de cet écart technologique a été mesuré dans les milliers de membres d'équipage de chars irakiens qui sont morts dans des engagements unilatéraux pendant la campagne terrestre de 100 heures. Ces hommes, dont beaucoup étaient des vétérans de la brutale guerre Iran-Irak expérimentés en combat blindé, familiers avec leurs véhicules et armes, sont morts, non pas parce qu'ils manquaient de courage ou ont commis des erreurs tactiques catastrophiques, mais parce qu'ils ont apporté des armes conventionnelles à un combat qui nécessitait une technologie qu'ils ne possédaient pas. Leurs morts ont démontré une vérité dure sur la guerre moderne. La supériorité technologique d'une ampleur suffisante peut rendre les vertus militaires traditionnelles, le courage, l'expérience, la compétence tactique, effectivement non pertinentes. Pour les équipages américains qui ont été témoins de cette domination technologique, l'expérience était simultanément validante et troublante. Validante parce que leur formation, leur équipement et leur doctrine s'étaient révélées décisivement supérieures à une grande force ennemie expérimentée. Troublante parce que la nature unilatérale des engagements ressemblait moins à un combat qu'à une exécution. Les équipages ont décrit la dissonance cognitive de détruire des chars ennemis à des portées si étendues que les équipages irakiens ne savaient souvent jamais qu'ils étaient attaqués jusqu'au moment de l'impact. Ce n'était pas le duel blindé d'ego pour lequel la formation les avait préparés, c'était la destruction systématique d'un adversaire surpassé. 35 ans après la tempête du désert, le blindage à l'uranium appauvri sur les chars américains reste classifié dans sa configuration spécifique et ses valeurs de protection. Les chars Abrams AIM-1A, 2S, EPV-3 actuels continuent d'utiliser des ensembles de blindage à l'uranium appauvri évolués maintenant dans leur 3e génération.
Le principe de base utilisant la densité extraordinaire de l'uranium appauvri pour vaincre les pénétrateurs à énergie cinétique reste solide, bien que les menaces modernes incluent des missiles anti-chars à charge tandem, des armes d'attaque par le haut et des pénétrateurs formés par explosion qui ciblent spécifiquement les points faibles du blindage. La leçon que les équipages et concepteurs soviétiques ont apprise pendant ces 90 secondes d'impact futile en février 1991 était que la guerre blindée avait fondamentalement changé. L'ère où la supériorité numérique et la compétence tactique pouvaient surmonter les désavantages technologiques était terminée. L'avenir appartenait au système de combat intégré où le blindage, les capteurs, le contrôle de tir, les munitions et la formation de l'équipage fonctionnaient comme un tout homogène. Le blindage à l'uranium appauvri qui a vaincu les meilleurs pénétrateurs soviétiques dans le désert irakien n'était pas une arme miracle. C'était un composant dans un système complet conçu pour atteindre ce que les Américains appelaient la domination de l'information et ce que les analystes soviétiques appelaient sinistrement la supériorité opérationnelle technologique. Ce que ces équipages soviétiques ont finalement admis dans des débriefings classifiés et des évaluations techniques qui ont circulé à travers Moscou à l'été de 1991, c'était qu'ils s'étaient préparés à combattre la mauvaise guerre. Leurs chars, leurs tactiques, toute leur doctrine opérationnelle avaient été optimisées pour un conflit qui ne se produirait jamais. Des batailles blindées massives à travers l'Europe centrale où la supériorité numérique soviétique finirait par prévaloir. Au lieu de cela, ils ont confronté une armée américaine qui avait appris les leçons du Vietnam, investi dans la technologie et créé une façon de faire la guerre à laquelle la doctrine soviétique n'avait pas de réponse. L'ironie finale était qu'au moment où ces admissions circulaient à travers les canaux militaires soviétiques, l'Union soviétique elle-même s'effondrait. Les chars qui ne pouvaient pas vaincre le blindage américain, la doctrine qui ne pouvait pas surmonter la technologie américaine, le complexe militaro-industriel qui ne pouvait pas égaler l'innovation américaine, tous sont devenus des problèmes que la Fédération de Russie devait hériter et tenter de résoudre. Ces 90 secondes dans le désert irakien, lorsque obus après obus a rebondi sans danger sur le blindage, Abrams ont marqué non seulement une défaite tactique, mais la fin de la parité militaire soviétique avec l'Occident. Le M, un Abrams protégé par son blindage classifié à l'uranium appauvri, continue de servir comme char de combat principal de l'armée des États-Unis aujourd'hui. Ses descendants combattent dans différents conflits, contre différentes menaces dans différents environnements tactiques que les champs de bataille désertiques de 1991. Mais le principe fondamental validé pendant la tempête du désert reste inchangé. Dans la guerre blindée moderne, le côté qui ne peut pas pénétrer le blindage ennemi tout en restant invulnérable au feu de retour a déjà perdu. C'était la leçon écrite dans les débris de 160 chars T-72 dispersés à travers la ligne de grille de 73 Hastings. Une leçon payée par les équipages irakiens et apprise trop tard par les concepteurs soviétiques qui avaient cru que leur blindage et leurs munitions seraient suffisants. Ils avaient tort. Et en guerre, avoir tort se mesure en vie perdue et en bataille jamais gagnée.